Je te laisse ma propriété parce que je souhaite que ce soit toi qui te charges de poursuivre mon œuvre. Et je ne voudrais pas qu'on dise que monsieur Marcel était un salaud. Jamais, tu m'entends? J'ai trop d'estime pour mes Arabes, pour qu'ils croient que je suis parti comme un chacal. Je suis de là-bas, moi. Mais pourquoi moi, monsieur Marcel? Pourquoi toi? Me dit-il en riant. Parce que tu sais que tu ne trahiras pas ma mémoire. Je sais que tu ne trahiras pas ma mémoire. Le dernier barrage pour l'obtention de l'indépendance de l'Algérie est franchi. Malgré les actions terroristes, de sabotage et d'intimidation perpétrées par l'OAS, qui voulait ainsi manifester son refus à l'indépendance, les accords d'Évian sont approuvés par une majorité écrasante de Français. Certes, il reste encore le référendum qui doit statuer définitivement sur le sort de l'Algérie. Mais pour tout le monde, l'indépendance du pays est bel et bien acquise. C'est la fin d'une guerre, la fin d'un malheur et d'un conflit qui n'avait pas eu de raison d'être. Nous allons enfin apprendre à être des hommes libres. Les prisons se vident de tous les militants révolutionnaires. La fébrilité des grands jours a gagné l'ensemble des émigrés. L'arrivée de cet instant depuis si longtemps attendu nous libère de l'enfer. C'est l'allégresse dans nos rangs. Djilali a bien analysé la situation. Il n'y a pas de départ massif vers l'Algérie. Tout le monde est heureux de la victoire, mais peu envisagent de partir dans l'immédiat. Chacun préfère ne pas bouleverser sa situation et attendre quelque temps. On verra demain, dit-on, on verra demain. C'est à ce moment-là que je prends le bateau pour Alger. Tous les membres de la famille de Marseille m'ont confié la tâche de partir en éclaireur et d'étudier sur place les modalités de retour. Je pars seul pour ce voyage de l'espérance. Ma femme viendra me rejoindre avec les enfants dès la fin de l'année scolaire. Robert, qui refuse de me voir démissionner, m'a accordé 6 mois de congé, sans solde, qui doivent me permettre de prendre une décision en toute tranquillité. Ce geste amical m'évite de suivre la voie de la précipitation. Une tension explosive et une confusion extrême règnent durant le trajet d'Alger au Douar. L'agressivité est dans tous les coins de rue. Une incroyable détresse se lit sur le visage des Européens. À Alger, j'ai le sentiment de marcher sur un champ de mines en parcourant la distance, pourtant courte, qui sépare le port de la gare. Dans le train, l'ambiance est détestable. Les Européens semblent être assiégés par une armée de cannibales, tant ils sont sur leur garde. Je réalise que la séparation des deux communautés est irrémédiablement consommée. En regardant ces visages défaits par le malheur, je me demande à présent comment va se terminer le tragique destin des Européens. En sortant de la gare, je loue un taxi qui m'emmène au Douar. Le chauffeur, un Européen d'une quarantaine d'années, engage la conversation avec moi. Le pauvre homme est dans un tel désarroi que j'ai beaucoup de peine pour lui. C'est idiot. Bon Dieu que c'est idiot. C'est franchement idiot, ce qui nous arrive, me confie-t-il les larmes aux yeux. Bon Dieu, comment a-t-on pu en arriver là? La nuit, il y a des attentats à tous les coins de rue. On ne peut sortir sans avoir peur d'être tué par une balle perdue. Qu'allez-vous faire? Si je le savais. Je n'ai pas envie de partir, vous comprenez, mon pays c'est l'Algérie. Ma vie est là et nulle part ailleurs. Qu'irais-je faire ailleurs? Je vous comprends. Comment est-ce la France? C'est un autre pays. Chaque jour, je me rends en ville afin de préparer notre retour définitif. Au Douar, la famille m'a fortement déconseillé de venir nous installer. L'économie du pays est à genoux. Les commerces tournent au ralenti quand ils ne sont pas fermés. Les chantiers ont tous cessé leur activité. Des immeubles en construction restent en l'état inachevé. Les deux communautés se surveillent, s'épient, ce qui paralyse un nombre d'activités commerciales. En attendant le référendum, les attentats se multiplient contre les biens et les personnes. Les militants du FLN commencent à affluer des frontières. L'armée française
confinés principalement dans les casernes, ne contrôlent pas grand-chose. Il est visible aussi qu'un rien peut encore enflammer la ville. Ce petit rien peut provenir de n'importe où, de n'importe qui. Durant mes voyages en ville, je rencontre Francis, le fils du meunier. Je me souviens de l'avoir laissé adolescent. Maintenant, c'est un jeune homme plein d'assurance. Il a terminé ses études supérieures et a suivi une filière que le gouvernement français avait mise en place pour former une élite algérienne dans la perspective du maintien de l'Algérie dans les territoires français. Pendant ses années d'études, il a été un militant de pointe du FLN et a opté résolument pour une Algérie socialiste et défendant la cause du tiers-monde. Il prône la nationalisation de tous les biens des compagnies françaises et l'autogestion dans les grandes entreprises. Je lui propose un jour de m'accompagner à la ferme de M. Marcel. Bien que je n'y ai pas encore mis les pieds, la prise de contrôle d'une telle propriété est plus que tentante. Mais je ne me sens pas animé d'une pareille hypocrisie. Nous n'avons pas combattu pour qu'en fin de compte, quelques Algériens détrônent les Européens et prennent leur place. Pour moi, il est hors de question que je renouvelle la politique des colons. Ce serait une insulte à la mémoire de tous les morts qui ont lutté contre la misère et qui rêvaient d'un pays de liberté et d'équité. D'autre part, je me sens totalement étranger à cette propriété et à ces terres. Le travail ici ne m'inspire pas. En fait, je ne vois pas mon avenir dans ce domaine qui me rappelle un autre âge. Voilà pourquoi il ne m'est pas possible de reprendre l'affaire d'un riche colon. Depuis le départ de M. Marcel, tous les ouvriers agricoles de la ferme viennent quotidiennement sur leur lieu de travail. Après maintes réunions et une période d'expectative, ils vont étudier une stratégie pour les mois à venir. Mais ça n'a rien d'évident. M. Marcel n'a pas pris le soin de préparer sa succession. Personne parmi les ouvriers ne connaît les rudiments de gestion. M. Marcel a sélectionné les salariés sur la base de leur instruction. Aucun d'eux n'a suivi des études de français. Les caisses sont vides et depuis plusieurs mois, les ouvriers ne sont plus payés. Ils ont commencé à puiser dans les réserves de la ferme pour pouvoir se nourrir. M. Marcel m'a affirmé qu'aucune machine agricole n'a été sabotée. Pourtant, ce matériel est inutilisable faute d'argent pour payer, ne serait-ce que le carburant. En résumé, la situation n'est pas bien brillante. Du moins, je le croyais avant que Francis ne réalise l'état des lieux. Devant les ouvriers réunis dans la cour de la ferme, il dit « Récapitulons. Vous êtes 47 à travailler pour la ferme. Quand M. Marcel s'en occupait, vous étiez tous payés. Puisque c'est lui qui a ramassé le plus d'argent dans cette affaire, il n'y a aucune raison qu'on ne s'en sorte pas, puisqu'il n'est plus là pour empocher les bénéfices. Normalement, nous devons donc réussir. Il y a 3 moissonneuses-batteuses et 2 tracteurs en parfait état de marche. Avec ces machines, on pourra assurer la récolte de blé. Il y a plus de 300 bêtes qu'il faut à tout prix conserver. Ce sera une très bonne monnaie d'échange en cas d'ennui financier grave. Il sera toujours envisageable de les vendre à ce moment-là. Après la proclamation officielle de l'indépendance, nous irons demander un prêt à la banque. La banque ne prêtera rien du tout, lui répond un ouvrier. La ferme ne nous appartient pas. Peut-être aussi que M. Marcel reviendra. Il ne reviendra jamais. Il a donné la ferme à Youssef. C'est vrai, dis-je. Marcel est parti s'installer dans un pays lointain. Voilà l'acte de propriété. Je tends le document à l'Assemblée et poursuis. Francis a raison, il faut reprendre le travail et ne pas laisser la ferme à l'abandon. Pour votre avenir, il est important de s'organiser et de continuer le travail. Beaucoup de Français vont partir, reprend Francis. Si tout le monde s'arrête de travailler parce que les patrons quittent leur entreprise, le pays court à la catastrophe. Si tous les ouvriers agricoles cessent de travailler, d'ici quelques mois, vos enfants n'auront plus rien à manger. Il faut se reprendre. C'est le moment où nous devons fournir le maximum d'efforts pour sortir notre pays des ruines. Nous avons combattu pour obtenir de vivre décemment. Notre parti a choisi le socialisme. Qu'attendons-nous pour le mettre en place ? Que proposes-tu ? dit un autre ouvrier.
Je propose que la ferme soit gérée collectivement et démocratiquement. Je propose que l'on tienne une assemblée générale tous les 15 jours, en attendant que la situation se clarifie. À mon avis, il serait sage d'élire un comité de 4 ou 5 membres chargé d'organiser, de coordonner le travail et de gérer les affaires courantes. Enfin, je propose que la nuit, on forme des groupes restreints pour garder la ferme. On la surveillera à tour de rôle. Si elle semble à l'abandon, on risque à coup sûr d'inciter des gens à la piller. La réunion dure tout l'après-midi. Mes discussions portent sur des points de détail. Je suis étonné de voir que l'ensemble des ouvriers acceptent ces nouvelles règles du jeu. Il y aura sans doute quelques moments difficiles pour tout le monde. Mais c'est une expérience originale qui correspond tout à fait à l'image que je me fais du socialisme. Les jours suivants, accompagnés de 2 délégués, Francis et moi, allons de banque en banque pour tenter de trouver un prêt. Francis a établi un dossier solide et volumineux concernant le bilan récent de la ferme ainsi que le budget prévisionnel de l'année en cours. Il nous est impossible de trouver un seul interlocuteur dans ces établissements. Prétextant la gravité de la situation et l'incertitude des lendemains, on refuse systématiquement de recevoir. Face à ces échecs répétés, Francis se résout à joindre ses amis à Alger. L'un d'eux, frère Mohamed, conseiller auprès du gouvernement provisoire, vient nous voir peu de temps après. Nous retournons avec lui contacter les banques. Nous sommes décidés cette fois à ne plus nous faire éconduire. Ce Mohamed a un culot monstre. Se présentant comme un délégué aux affaires agricoles du gouvernement provisoire pour la région, il exige d'être reçu sur le champ par le directeur de l'établissement. Ce titre suffit à nous ouvrir toutes les portes. La troisième banque est la bonne. Elle accepte de nous faire une avance à condition que le conseiller aux affaires agricoles signe des papiers. Mohamed le fait et une première avance est consentie à notre ferme. La coopérative agricole des travailleurs révolutionnaires de Sidi Bentayeb, du nom d'un fils d'un ouvrier né ce jour dernier. Fort de ce succès pour le moins inattendu, nous organisons des délégations dans tous les grands domaines appartenant ou ayant appartenu à des colons pour inviter les ouvriers agricoles à faire de même. Lorsqu'une délégation ne parvient pas à décider les ouvriers, nous dépêchons aussitôt Francis et Mohamed. Francis se présente comme conseiller technique pour les affaires agricoles et Mohamed sous couvert de représentant spécial de l'exécutif provisoire. Les résultats obtenus sont moyens mais très encourageants. L'essentiel n'est-il pas d'avoir pris des contacts et d'avoir présenté l'orientation souhaitable de la politique agricole? Le programme de certains comités va très loin. Ainsi, il est décidé que les ouvriers suivront des cours de formation et d'alphabétisation. L'Union générale des travailleurs algériens, dont quelques militants sont particulièrement actifs dans les fermes, a accepté de les prendre en charge. Francis, Mohamed et moi-même sommes installés dans la ferme de M. Marcel. Francis a réussi à faire établir la ligne téléphonique, ce qui nous facilite grandement le travail. En effet, la ferme sert de quartier général pour les réunions de coordination et est utilisée parfois par les militants de l'UGTA, le syndicat algérien. Djilali passe quelque temps avec nous. Il participe volontiers à notre action qu'il juge du plus grand intérêt. Je peux à cette occasion me rendre compte qu'il possède des talents oratoires hors du commun. Il a un pouvoir de persuasion absolument époustouflant. Entre-temps, des colons brûlent leurs fermes avant de partir pour la métropole. Certains des résultats du scrutin, les Européens n'attendent pas le référendum pour plier bagages. Au lendemain du référendum qui est approuvé largement, il ne reste pratiquement plus d'Européens. La ville ressemble à un champ de bataille, tant il y a eu des combats acharnés entre l'ALN et l'OAS. Durant ces semaines complètement folles, nous assistons à des scènes incroyables. Les maisons abandonnées par les Européens sont investies immédiatement par des familles entières. La chasse à l'homme tourne fréquemment au massacre, et il faut toute l'habileté des militants du front pour éviter la justice expéditive des foules. Les harkis sont les principaux visés.
Ceux qui n'ont pas réussi à partir à temps sont souvent violemment pris à partie par des gens qui appellent à la vengeance. Francis, Mohamed et moi-même avons dû intervenir à plusieurs reprises afin de nous opposer à des lynchages ou à des exécutions sommaires. Je me souviens qu'une fois, nous avons dû nous coucher tous les trois sur la route pour arrêter une jeep qui traînait un harki. On lui avait ligoté les mains et une corde liée au véhicule. L'homme avait été sauvagement roué de coups avant d'être attaché au véhicule. Le conducteur riait comme un forcené. Laissez-moi faire, je vous dis. Je dois me venger. Il m'a torturé. Il a tué ma fille sous mes yeux. Il faut l'abattre. Heureusement, une patrouille de l'ALN passe à ce moment-là et emporta le malheureux. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.